Alors, si je parle de notre métier, c'est pas seulement par corporatisme ou par affection. C'est parce qu'on m'a gentiment prié de ne pas déflorer le sujet de la première intervention. Je me contenterai donc de vous présenter Léo Paget, un jeune homme qui a bien des choses à vous dire et à qui je laisse toute la place. Je m'appelle Nathalie, je vais avoir 30 ans, je suis gouvernante dans un hôtel à Cannes. Je suis célibataire, je vis dans un appartement que j'ai acheté à crédit il y a 5 ans. J'ai fait une école hôtelière. Mon travail est très prenant et je passe mon temps avec des amis, je suis assez sportive. Je vous avoue que je me pose de plus en plus de questions vis-à-vis de faire une reconversion professionnelle. Je pense que ma vie ne va pas changer si je ne fais pas des changements moi-même. À presque 30 ans, je suis célibataire, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un, j'ai quelques amis mais je n'ai pas de relation sentimentale. Je n'ai pas d'enfant et c'est pas dans ma situation actuelle que ça va se faire. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué de rencontrer du monde. Alors bien sûr, il y a des gens sympas, des gens qui sourient, mais la plupart du temps, les gens se voient et il n'y a rien de sincère, rien de très profond. C'est assez rare de connaître de belles personnes. Enregistrement 97. Il y a une confiance aux gens qui est compliquée. Je ressentais ça depuis toute petite. Ça a commencé à l'école et dans la famille ensuite. J'étais un peu costaud pour ma taille, je faisais 1m40 pour 70 kg. Et du coup, j'avais les moqueries de tout le collège. Déjà là, j'avais pas beaucoup de copines, je changeais souvent parce qu'il y avait des moqueries. Donc jusqu'à la 3e, je suis resté tout seul. Toute seule, j'en avais marre de subir. Au collège, j'ai fait une sorte de dépression. En fait, je me sentais délaissé par mes parents, ils me posaient pas vraiment de questions pour savoir si ça allait ou pas. Donc une fois rentré, je montais dans ma chambre, je mangeais et je retournais dans ma chambre, j'étais tout le temps dans ma chambre. Et quand mes parents allaient se coucher, je redescendais et j'allais sur l'ordinateur. C'était le seul moyen pour moi de trouver quelqu'un à qui parler. Mon conjoint, je l'ai rencontré sur Internet, sur un site de rencontre. D'ailleurs, quasiment tous les copains que j'ai eus, ça a été sur des sites de rencontre. Avec mon conjoint, on se sent assez différent des gens de notre âge. On fait plus attention, finalement. Il n'y a pas beaucoup de gens comme nous qui ont la même façon de vivre, qui sortent pas forcément, qui sont bien chez eux. Enregistrement 101. Je suis là, toute seule, je me débrouille par mes propres moyens, je viens de trouver un travail. Mais j'ai pas de famille qui m'encourage, personne qui m'accompagne. J'aurais bien aimé avoir ça vraiment, mais au jour d'aujourd'hui, y a personne qui m'appelle pour savoir si je suis vivante, si je suis morte, si je vais bien. J'ai rien, j'ai pas toutes ces choses-là. Pour tout dire, j'ai pas vraiment confiance avec mes amis parce que des amis, ça reste des amis, mais c'est pas des gens sur qui on peut compter à la longue. J'ai un vrai problème de confiance avec les gens. J'ai beaucoup été déçu et on m'a beaucoup trahi. Donc j'ai pas envie de parler de mes problèmes, de ma vie privée. J'ai pas envie que les gens parlent de moi derrière. Je fais attention, je me méfie et j'essaie d'être une personne correcte. Enregistrement 97. J'ai encore des blessures de la période où ça n'allait pas vraiment et c'est toujours pas passé. En fait, le réseau avec lequel je travaillais est tombé en miettes et c'est vraiment compliqué de reconstruire un nouveau réseau. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Donc je suis toujours musicien, mais je travaille pas beaucoup. En vrai, je pensais avoir créé des relations solides, fait quelque chose qui allait pouvoir durer à la longue, mais il a suffi que je fasse une seule erreur, que je dise une chose qui n'allait pas,
pour qu'on me mette à l'écart. Les musiciens que je considérais comme des amis n'ont pas compris que je sois tombé malade et ils m'ont remplacé. Et ils ont préféré ne pas me reprendre après. Ça m'a beaucoup blessé et c'est toujours pas passé. Donc c'est compliqué de repartir de zéro, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de réconfort, mais il faut bien faire quelque chose. Moi, j'ai plus envie que ça se reproduise, je veux plus me retrouver dans les mêmes schémas et j'ai envie qu'on puisse compter sur moi. Merci. Axel Davezac, directrice générale de la Fondation de France, je vous invite à venir nous expliquer pourquoi Léo va si mal et si quelqu'un peut prendre soin de lui. Du reste, je me fais beaucoup de soucis. Merci Léo, d'abord, d'avoir bien voulu aujourd'hui dire ces mots. Ces mots, ce sont des mots qui sont extraits d'entretiens que nous avons menés auprès de jeunes lorsque nous avons travaillé sur l'isolement social. Ça fait 7 ans maintenant que nous travaillons sur ce sujet et que nous avons décidé de nous attaquer à ce fléau qu'est la solitude, parce que d'abord c'est véritablement un marqueur de notre société qui est à la fois frappée par un individualisme grandissant et en même temps une pression au lien social qui est extrêmement forte. C'est très curieux, d'un côté on ne parle plus à son voisin, mais en même temps il faut exister et sur les réseaux sociaux et avoir des relations. Alors le nombre de personnes en situation d'isolement est passé de 4 à 5 millions depuis 2010. Cette croissance est très impressionnante, mais ce que nous avions observé aussi ces dernières années, c'est que nous avions identifié quelques signaux d'isolement chez les jeunes. Et donc cette année, on a décidé de centraliser notre étude autour des 15-30 ans. Et ce sont ces personnes que nous venons d'entendre à travers Léo. Et à chaque fois qu'on lit ces mots ou qu'on réentend ces enregistrements, il y a quelque chose d'extrêmement poignant. On est jeune, on a entre 15 et 30 ans, on a la vie devant soi. Et non, on n'a pas la vie devant soi parce qu'on ne peut pas se projeter. Les jeunes aujourd'hui, il y a 700 000 jeunes qui sont en situation d'isolement, c'est-à-dire qui n'ont pas un seul réseau social, et à cela, il faut en ajouter 1 300 000 qui n'ont qu'un seul réseau social, à travers la vie professionnelle, à travers quelques connaissances. C'est donc extrêmement fragile et précaire. Donc on a 2 millions de jeunes aujourd'hui qui sont dans cette situation. C'est assez paradoxal parce que dans cette génération en plus, l'individu existe souvent uniquement grâce au nombre de likes qu'il aura sur Facebook ou au nombre de followers qu'il aura sur Twitter. Ils existent par rapport à ça et pour autant, ils sont de plus en plus isolés. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette expression chez des adolescents. Moi, ça m'est arrivé il y a quelque temps, mon fils à table qui dit à sa sœur « Non, mais de toute façon, tu n'as pas d'amis, tu ne sers à rien ». Et il dit ça avec un sourire, comme si c'était quelque chose d'extrêmement drôle. Ce « tu sers à rien » m'a glacée. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu renvoies, tu ne sers à rien. Et ça renvoie parfaitement ce qu'est cet isolement finalement chez tous ces jeunes. C'est-à-dire que on est isolé, on ne sert à rien. Donc si on n'existe pas dans le regard des autres ou à travers les réseaux ou l'image des autres, finalement, ça revient à nier même son existence, son utilité. Et donc, c'est ce qui est extrêmement difficile avec cette solitude, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous y attaquer, c'est qu'elle devient invisible. On ne voit pas tous ces gens isolés. Leurs histoires, elles sont très multiples. Et surtout, ce qui nous a frappé, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très multifactoriel. C'est-à-dire que c'est un parcours de vie qui véritablement, au fil des années et des événements, va s'accroître. Un vrai cercle vicieux qui se met en place autour de ces jeunes qui, pour un problème physique, pour un changement de travail et donc un changement de ville et d'environnement, une mère moins attentive parce qu'elle a d'autres frères et sœurs dont il faut s'occuper, des violences, du décrochage scolaire, du harcèlement, tous ces jeunes petit à petit vont se renfermer, donc aller moins vers les autres, se méfier des autres
ils se méfient de l'autre parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont renvoyer. Et petit à petit, on s'isole et on s'enfonce. Ce qui est important, c'est que ce côté multifactoriel, pour lutter contre ce phénomène, il faut travailler justement sur l'ensemble des champs. Et c'est pour ça que la Fondation de France a décidé de s'y attaquer, puisque nous avons des programmes dans le logement, dans la lutte contre le décrochage scolaire, dans l'habitat, dans le sport. Et à chaque fois, nous nous sommes posés comme exigence, non pas simplement d'aller chercher ces jeunes et de leur redonner du lien social, parce que ce n'est pas ça en soi dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin et qui est très frappant, et certains l'ont dit aussi dans l'étude, c'est « j'aimerais bien que quelqu'un compte sur moi ». C'est donc non plus compter sur eux. Et ça, c'est ça ce que nous souhaitons définitivement arriver à faire avec ces jeunes, c'est qu'on puisse leur dire « nous comptons sur vous, on compte sur toi, on a besoin de toi » et reviens. Je vous remercie.